Et comment ça va? Dans un futur proche, le Soleil libère une énorme explosion qui commence à se déplacer vers les autres planètes. Pendant ce temps, en Turquie, Arman est sur son bateau, profitant de son travail de plongeur. Après quelques heures de nage, il retrouve son ex, Daphné, qui est venue lui demander de se joindre à elle pour un voyage au fond de la mer jusqu'à la faille d'Ereb. Lorsqu'elle mentionne que l'expédition est parrainée par la corporation Yenilik, l'entreprise du père d'Arman, il n'apprécie pas du tout et une dispute éclate. Daphné lui fait promettre d'y réfléchir au moins. La nuit, l'éruption solaire détruit un satellite. L'explosion se déplace à grande vitesse et s'approche de Mercure, ce qui est rapidement détecté par Çelik dans une base aérienne de la capitale turque, Adana. Elle montre immédiatement cela à son commandant, qui dit informer ses supérieurs et lui demande de garder le silence. Le lendemain matin, un dossier mystérieux est laissé sous la porte d'Arman. Alors il court retrouver Daphné. Il la trouve avec son nouveau fiancé, Kenan, rendant la situation un peu gênante. Arman demande des détails sur la mission et Daphné montre des cartes en expliquant que son père cherche une nouvelle source de carburant. Un endroit invisible depuis 100 ans a été redécouvert, ce qui enthousiasme Arman, car il pourra y trouver le Saval, la Savaglia, un corail noir qu'il a toujours voulu sans jamais l'attraper. Il décide d'y aller et le soir, rejoint le reste de l'équipe. Il est heureux de voir l'assistante de Daphné, Anna, le biologiste marin Sem et l'océanographe Félix. Cependant, Arman est irrité de voir que Kenan vient aussi, en plus de recevoir un appel de son père dont il doute qu'il se soucie de lui. À la base aérienne, Çelik écoute ses supérieurs lors d'une réunion et découvre que de dangereux rayons gamma se dirigent vers la Terre, ce qui signifie que l'humanité a peu de temps pour se préparer. Plus tard, chez elle, Çelik appelle sa mère et lui demande de se cacher sous terre avant jeudi. Malheureusement, ses patrons interceptent le message et envoient des soldats chez elle. Çelik les voit arriver et court bloquer la porte avec des meubles, parvenant à s'enfuir par l'arrière en laissant son téléphone. Lorsque les soldats envahissent la maison, Çelik conduit déjà au loin. En mer, Daphné décide de faire une plongée préliminaire avant d'atteindre la faille pour tester le sous-marin. Tous l'accompagnent, tandis que Kenan et le capitaine restent sur le bateau. Avant le départ, le capitaine informe qu'il y a des rapports sur quelque chose d'étrange se produisant dans l'océan en Asie, mais ils blâment une éruption volcanique, alors le groupe part quand même. Il passe quelques heures sous l'eau quand soudain Arman voit un éclair, ce qui est étrange car cette zone devrait être complètement sombre. Ils retournent à la surface, mais personne sur le bateau ne répond à la radio. Ils cherchent alors le bateau et le trouvent complètement vide. Sur un ordinateur, ils découvrent une vidéo laissée par Kenan expliquant qu'ils ont reçu un message d'Asie disant que le soleil tue tout le monde à mesure qu'il se lève. Pour cette raison, lui et les autres sont partis trouver un abri dans la ville de Kos. Le groupe décide d'aller dans le même bunker, mais doit d'abord retourner sur la côte pour recharger le sous-marin. En chemin, ils voient quelque chose approcher sur le radar. Lorsqu'ils atteignent enfin la terre ferme, ils trouvent la zone totalement vide et sans électricité. À ce moment, un énorme sous-marin militaire émerge appelé Yakamosa S-245. Les soldats de la marine sortent et sont confus par la coupure de courant et l'absence de signal téléphonique. Arman raconte au commandant Eréné ce qu'ils savent, tandis que Daphné reçoit un message vidéo par satellite de Kenan montrant la panique envahir les rues. Le soleil va se lever dans près de 4 heures, alors Eréné et son commandant en second, Umut, rassemblent les soldats et ordonnent de trouver l'abri mentionné par Kenan. Félix et Sem prennent des outils du sous-marin et partent en voiture, espérant trouver l'installation électrique pour la réparer. Daphné et Arman disent à Hana d'attendre là pendant qu'ils se joignent aux recherches. Dès qu'ils montent dans une autre voiture, Umut les rejoint. Quelques instants plus tard, une explosion retentit sur le quai. Anna commence à pleurer car elle a peur de mourir, alors l'officier Yonka tente de la réconforter. Pendant ce temps, Félix et Sem trouvent enfin les pylônes électriques. L'endroit était abandonné et plein de fils brûlés et d'étincelles. Mais il décide d'essayer quand même. Siam tremble et a du mal à se concentrer, ce qui s'explique vite lorsqu'un sac tombe de sa poche. Il s'avère qu'il prend des stimulants illégaux, il vaut donc mieux laisser Félix s'occuper des réparations. Le groupe d'Arman arrive à Kos seulement pour trouver un incendie et plusieurs corps au sol. Tous sont morts et semblent avoir subi une combustion interne. En suivant la vidéo de Kenan, le groupe entre dans l'église qui est également pleine de corps. Bientôt, les officiers arrivent et commencent à fouiller la ville, trouvant plus de corps dans tous les coins. Soudain, l'officier Baris commence à se sentir mal et vomit. Arman trouve des jumelles thermiques dans une voiture et examine toute la zone, mais il n'y a aucun mouvement, ce qui signifie qu'il n'y a aucun survivant. À ce moment, les officiers informent Umut qu'ils ont trouvé une personne vivante dans le coffre-fort d'une banque. Le trio y court et trouve le survivant prononçant des phrases décousues en grec ancien. Arman
comprend la langue et lui parle, découvrant que l'homme a survécu parce qu'il était sous terre et que le coffre-fort est en plomb. L'homme répète aussi continuellement que tout le monde a tort. Un médecin dit qu'il a une hémorragie interne et une faible respiration, alors Umut l'abat. Furieux, Arman crie sur Umut, qui répond simplement qu'il l'a fait par pitié. Les officiers décident de retourner au quai et de se cacher dans le sous-marin. Daphné veut encore trouver Kenan. Alors Umut lui donne, ainsi qu'à Arman, 30 minutes pour revenir avant que le sous-marin ne plonge. À la banque, certains officiers essaient de prendre des sacs d'argent avant de partir, arguant que les propriétaires sont déjà morts. Cela déclenche immédiatement une bagarre. À ce moment, Félix parvient à rétablir le courant. Cela active le système de sécurité de la banque et plusieurs officiers se retrouvent piégés à l'intérieur. Un officier aidé à l'extérieur tente de les aider, mais la porte se ferme. Il est donc forcé de reculer pour sauver sa propre vie. Sur le quai, Félix et Kiem reviennent en sécurité. Anna fait des recherches sur Internet et découvre que selon les scientifiques, l'incident a été causé par un changement de la polarité du Soleil. Ce changement se produit tous les 11 ans, mais cette fois, il a été plus intense et a provoqué l'explosion qui a libéré les rayons gamma géants. À Kos, une alerte d'évacuation commence à résonner dans les haut-parleurs de la ville, informant d'un abri à Tigaki. Daphné et Arman y courent, seulement pour trouver l'abri également rempli de corps, y compris celui de Kenan. Arman prend le téléphone de Kenan et regarde la dernière vidéo, qui montre comment tout le monde, dans l'abri, a pris feu intérieurement. Au même moment, Daphné fait une dépression, mais il n'y a pas de temps pour le deuil, car le soleil est sur le point de se lever. Le duo conduit aussi vite que possible vers le quai, où le sous-marin est sur le point de partir. Umut les voit, mais ferme quand même l'écoutille. Arman saute sur le sous-marin et commence à frapper la structure jusqu'à ce que ses amis l'entendent et que Yonka leur ouvre l'écoutille. Après que le sous-marin soit enfin parti avec tout le monde à bord, Umut dit à Arman qu'il a perdu beaucoup d'hommes parce que lui et Daphné poursuivaient un fantôme, donc il ne leur pardonnera jamais. Des heures passent sans nouvelles du monde extérieur, rendant l'atmosphère lourde. Baris ne va pas mieux et commence à avoir des hallucinations avec sa mère. Pendant ce temps, Arman et ses amis visitent le sous-marin et apprennent les règles. Soudain, une alarme se déclenche car les systèmes hydrauliques ont été rompus. Le sous-marin commence à trembler et les systèmes auxiliaires prennent le relais. Leur ingénieur est mort à la banque, mais par chance, Arman apparaît pour sauver la situation et parvient à réparer le problème. Irénée est impressionné et, après avoir posé quelques questions pour tester les connaissances d'Arman, décide d'en faire le nouvel ingénieur en chef. Umut n'aime pas du tout ça et promet de détruire Arman s'il fait une erreur. L'officier Altan n'est pas heureux non plus et rappelle à Arman qu'il n'a aucune autorité ici. Le reste du groupe est mis au nettoyage et Félix commande que c'est leur nouvelle réalité, car il doute qu'ils puissent un jour retourner à la surface. Soudain, Altan et d'autres officiers donnent un coup de pied à Félix et attrapent Nyan Kem par le cou, le blessant tout en l'accusant de la mort de leur camarade. Après l'avoir insulté, ils lâchent Kem et ordonnent au groupe de continuer à nettoyer. Umut voit tout de loin, mais ne fait rien. Daphné raconte à Arman ce qui s'est passé, mais il dit qu'il vaut mieux jouer leur jeu, car s'ils ripostent, les choses ne feront qu'empirer. Furieuse, Daphné raconte l'incident à Irénée, mais il défend ses soldats, affirmant que personne ne ferait rien sous son commandement. Pendant ce temps, Baris hallucine encore et affirme avoir vu quelqu'un dans les conduits de ventilation sans qu'on le croie. Bientôt, les officiers remarquent que des boîtes de conserve ont disparu, alors Altan confronte Daphné, mais Yonka la défend. Très irrité, Altan rassemble les soldats pour dire à Irénée que le groupe d'Arman a volé de la nourriture et doit être expulsé. Arman apparaît et prononce un discours émouvant. Tout le monde ici a perdu des proches et au lieu de se battre, ils devraient s'entraider pour survivre. À ce moment, Félix remarque que Baris tient une grenade et court prévenir les autres. Les civils restent en arrière, Irénée et les officiers vont vers Baris, qui refuse d'écouter, étant déjà hors de lui. Il dit des choses absurdes sur la purification et la renaissance de la terre, mentionnant un jour du jugement. Comprenant ce qui va se passer, Irénée verrouille la porte derrière lui juste à temps. Baris fait exploser la grenade, mourant avec Irénée. Les alarmes se déclenchent et plusieurs fuites apparaissent dans le sous-marin qui peut exploser à tout moment à cause de la pression. Les soldats aident Arman pour tenter de contenir les dégâts. Mais malgré leurs efforts et tous les outils, rien ne fonctionne. Sum commence à devenir fou et Altan le réprimande en le tenant par le cou. Félix intervient à temps et repousse Altan au loin. Finalement, le groupe se rend compte qu'il est impossible de réparer la fuite de l'intérieur. La seule option est de nager à l'extérieur et de sceller le sous-marin de l'extérieur. Daphné souligne que c'est très dangereux à cette profondeur, mais Arman rappelle qu'ils n'ont pas d'autre choix.
choix. Dans un coin, Yonka pleure la mort d'Erenée, qui était en fait son père. Umut l'interrompt pour donner des ordres, disant qu'elle doit nager dehors avec Arman, puisqu'elle est la seule dans le sous-marin avec les connaissances nécessaires pour aider. Après s'être équipée de combinaisons spéciales et avoir pris le bon équipement, le duo plonge dans l'obscurité du fond marin jusqu'à trouver les fuites. Pendant qu'il travaille, Yonka est soudainement frappée par un poisson-pêcheur qui la renverse et lui fait perdre l'emplacement du sous-marin. À l'intérieur, les lumières s'éteignent car le tableau électrique tombe en panne. Alors ils activent l'énergie auxiliaire pendant que les officiers tentent de restaurer l'électricité principale. Arman continue de colmater les fuites. Il cherche ensuite Yonka et la trouve juste à temps pour retourner au sous-marin sans subir de dommages dus à la pression. Lorsqu'ils entrent, ils conviennent de ne raconter à personne ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, Umut prend le poste de nouveau commandant et Yonka devient son commandant en second. Umut annonce qu'ils se dirigeront vers la base navale d'Iskenderun, en Turquie. Dans les heures qui suivent, tout le monde essaie d'être patient. Félix s'occupe de Kem, qui présente des symptômes de sevrage dus à sa dépendance. Finalement, le sous-marin arrive à la base où il trouve des voitures de police vides devant le bâtiment. Les officiers fouillent toute la zone, mais ne trouvent que des corps partout. Les troupes leur offrent un enterrement digne avec la cérémonie traditionnelle de l'armée et Umut voit une fille parmi les corps dans la tombe, ce qui signifie qu'il a aussi des hallucinations. Un autre officier le sort de sa transe en l'informant qu'ils ont vérifié les nouvelles et découvert qu'il y a des incendies partout. Sem sort fumer et voit la ville en feu au loin, ce qui lui fait perdre espoir. Ensuite, Yonka place une photo d'Erenée dans le sous-marin et les autres font un salut final. Arman et quelques officiers travaillent davantage sur les fuites pour assurer une sécurité supplémentaire, tandis qu'Umut envoie les autres chercher de la nourriture et des médicaments dans la base. Lui et Hana restent aux ordinateurs, cherchant plus d'informations. Dans la cuisine de la base, Altan goûte un peu de nourriture et dit que tout est sans goût. Quelque chose bouge dans l'ombre et quand Altan et Yonka entendent un bruit, ils vont enquêter. Yonka remarque que son sac laissé sur le comptoir a disparu. Ils trouvent une boîte de conserve cassée et supposent qu'elle a simplement explosé. À l'infirmerie, Daphné voit Sem chercher de quoi calmer sa dépendance et l'éloigne immédiatement. Cependant, Sem a caché un flacon dans sa poche et prend le médicament en cachette dans le sous-marin. Félix entend un bruit et, en vérifiant, trouve une lampe de poche abandonnée. Une femme mystérieuse apparaît, le pousse et s'enfuit. Félix tente de l'arrêter, mais est repoussé à nouveau. Il avertit les officiers qui commencent la poursuite dans la base, mais la femme en fait tomber quelques-uns avant de fuir. Félix la rattrape enfin, mais se retrouve braquée par une arme. La femme est Selik. À ce moment, les autres officiers arrivent et la forçant à lâcher l'arme. Ensuite, elle est emmenée au sous-marin et menottée. Se souvenant de ce que Barry a dit, Félix regarde autour de lui et trouve des boîtes de conserve vides dans les conduits de ventilation, confirmant que Selik s'y cachait tout le temps et volait de la nourriture. Umut crie sur Selik, exigeant des explications et est sur le point de la blesser pour la faire parler. Mais à ce moment, Félix trouve son uniforme dans les conduits et le lui apporte. Selik révèle enfin son identité. Elle explique avoir cherché refuge après avoir entendu ses chefs parler de l'explosion solaire. En se cachant dans les conduits, elle a beaucoup appris juste en observant les gens et mentionne comment Yonka a presque gâché la mission de plongée. Selik affirme également qu'Erenée aurait pu être un traître car il tentait de communiquer avec quelqu'un à l'extérieur du sous-marin sans le dire à personne. Yonka et Umut courent dans la chambre d'Erenée et trouvent un compartiment secret avec le journal du commandant. Tous les noms du groupe d'Arman sont listés avec la remarque « sans affiliation », sauf celui de Daphne, qui a des points d'interrogation. Le duo montre la liste à Selik, qui leur conseille de surveiller Daphne sans éveiller ses soupçons. Pendant ce temps, Daphne entre secrètement dans la base navale et connecte son téléphone par satellite pour tenter d'accéder aux ordinateurs, mais n'y parvient pas. Quelques minutes plus tard, Umut est informé que 2 officiers sont malades et Arman remarque que ce sont 2 des fossoyeurs. Il consulte Sem, qui est l'expert, et il fait une petite expérience. La nourriture qu'ils ont prise de la base a un goût de papier, mais celle qui était déjà dans le sous-marin a un goût normal. Sem conclut que le soleil a corrompu la structure carbonée des aliments. Cela signifie que toutes les provisions qu'ils ont apportées sont inutiles et que la bonne nourriture ne durera qu'une semaine. Sam souligne que les aliments frais et emballés sont compromis, mais ils doivent chercher de la nourriture en conserve, car le métal a pu protéger le contenu. Après avoir envoyé les troupes chercher des conserves partout, Umut accepte de libérer Selik en échange de son aide. Selik accède aux ordinateurs de la base et écoute un message en espagnol. Il y a beaucoup d'interférences et la seule partie qu'elle comprend est
que Dieu nous protège tous. Ensuite, Selig pirate le dossier de Daphné et découvre qu'elle a fait des recherches sur les habitats sous-marins pour l'OTAN. Il semble que Daphné connaissait la situation du Soleil avant que tout n'arrive. Pendant ce temps, Yonka tente de se rapprocher de Daphné pour en savoir plus. Mais Daphné comprend qu'elle est interrogée et clôt la conversation rapidement. Quelques minutes plus tard, le groupe voit un avion voler au-dessus d'eux. Selig utilise les ordinateurs de la base pour suivre l'avion, tandis que la radio capte des conversations de Russes tentant de contacter la station spatiale. Lorsque la transmission se termine, Selig recommence à suivre l'avion et remarque qu'Umut note un numéro. Pendant ce temps, le groupe d'Arman trouve un entrepôt plein de nourriture et en conserve, mais en goûtant les aliments, ils découvrent qu'ils sont avariés. Le groupe se réunit dans la salle des ordinateurs, où Selig continue de suivre l'avion. Arman analyse la trajectoire et conclut qu'il tente de fuir le soleil en volant vers l'ouest. Il suggère qu'il les contactent et unissent en leurs forces, mais Umut se méfie d'eux et menace d'abattre l'avion si quelqu'un essaie de les appeler. Le sous-marin annonce qu'il part enfin, mais Kem décide de rester, car son addiction l'a consumé, et même Daphné ne parvient pas à le faire changer d'avis. Plus tard, dans le sous-marin, Daphné a un effondrement dû à la culpabilité. Anna commence à souffrir de claustrophobie, alors Umut la calme et partage un verre avec elle, admettant qu'Anna lui rappelle sa fille décédée. Après le départ du sous-marin, le soleil se lève et Kem marche vers les vagues, attendant la fin. Le groupe passe une journée entière à attendre et quand la nuit tombe à nouveau, le sous-marin remonte à la surface. Bientôt, il trouve Kem mort sur la plage et ses amis prennent un moment pour lui rendre hommage. Pendant ce temps, Selig retourne à l'ordinateur et découvre que l'avion a atterri en Bulgarie. Dans cette région, il y a quelques barrages, il soupçonne donc l'existence d'un bunker de l'OTAN submergé. Umut rassemble tous les officiers et annonce qu'ils vont en Bulgarie, car un bunker militaire sera plus sûr qu'une mine. Daphné craint qu'Umut ne devienne un dictateur, prenant des décisions seul et remplissant le sous-marin d'armes. Après le départ du sous-marin, Umut vérifie à nouveau le journal d'Irénée et trouve un morceau de papier caché avec un code. Il essaie de l'utiliser sur l'ordinateur, mais cela ne fonctionne pas. À ce moment, il entend une transmission disant qu'un groupe se dirige vers la Norvège sans le dire à personne. Il ordonne à Altan de modifier l'itinéraire en privé. Daphné continue de manipuler l'ordinateur portable, mais le cache lorsqu'Arman vient la voir. Il souhaite un joyeux anniversaire à Daphné et les deux finissent par s'abandonner au moment. Peu de temps après, une explosion se fait entendre et les alarmes du sous-marin se déclenchent. Tout le monde panique, mais Umut dit immédiatement que c'était juste un test pour les garder alertes et éteint les alarmes. Ensuite, il annonce qu'ils vont en Norvège, affirmant que les réserves de nourriture de la Bulgarie sont vides. Personne n'y croit, alors Altan appuie l'histoire en disant avoir entendu la même information à la radio. Umut révèle alors la vraie raison. La réserve mondiale de semences du Svalbard, connue sous le nom de chambre forte du jugement dernier. Ce coffre-fort stocke des graines de plantes du monde entier pour garantir la survie en cas de catastrophe globale. Umut veut prendre quelques graines et les cultiver dans le sous-marin avec une agriculture hors sol. Arman et Félix confirment que c'est difficile, mais possible. Daphné insiste sur le fait que l'Espagne est un meilleur choix. Elle affirme que les graines mettront longtemps à pousser, ce qui signifie qu'ils n'auront plus de nourriture d'ici là. Sans oublier que le voyage vers la Norvège prendra une semaine. Umut accepte donc de passer par l'Espagne en route vers la Norvège, mais prévient que si quelque chose tourne mal, Daphné et Arman en seront responsables. Quelques instants plus tard, Daphné utilise l'ordinateur dans une petite pièce et le cache avant de sortir, ce qui est remarqué par Selig. Au même moment, Umut demande à Altan de garder un autre secret et, quand Altan quitte la pièce, Selig l'observe également. Le sous-marin arrive enfin en Espagne et la majeure partie du groupe sort avec les armes prêtes. Dans les haut-parleurs, ils entendent aussi le même message sur la mine qu'ils ont entendu à la radio. Le quai est abandonné, alors ils prennent quelques voitures et suivent les panneaux indiquant le chemin des mines. Dans le sous-marin, Selig commence à chercher des indices, mais est prise en flagrant délit par Altan. Les deux se battent et après quelques coups échangés, Selig parvient à faire tomber Altan au sol et l'étouffe jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Puis, finalement, elle trouve l'ordinateur de Daphné et commence à regarder ses messages. Quelqu'un avait dit à Daphné de garder le silence et de ne faire confiance à personne, mais elle ne savait vraiment rien de l'explosion solaire. Pendant ce temps, le groupe d'exploration arrive aux mines et découvre que l'ascenseur ne prend que 5 personnes. Ils se séparent et sont vus par des caméras. Après être sortis de l'ascenseur, le groupe à l'entrée ne parvient pas à le rappeler. Dans les tunnels, un survivant apparaît et prend un officier en otage. Arman tente de le calmer. Soudain,
Plus de survivants encerclent le groupe, révélant qu'ils sont tous des mineurs. Il s'avère qu'ils ont envoyé un faux message, car personne ne viendrait s'ils demandaient simplement de l'aide. Arman essaie encore de négocier, mais Umut ouvre le feu et l'otage est tué. L'otage est tué. À l'entrée, Félix trouve la salle de contrôle et découvre qu'on a coupé les câbles de l'ascenseur. Sa réparation prendra donc du temps. Entendant les tirs, Yonka met des gants et décide de descendre en glissant sur les câbles. La lutte continue et les deux camps perdent des hommes. Pendant que Daphné court dans un tunnel et découvre des corps mutilés, les mineurs sont en fait des cannibales et se nourrissent des survivants attirés par le message. L'un d'eux la voit, alors Daphné se cache parmi les corps et brise l'ampoule avant de couvrir la bouche d'un homme agonisant pour éviter tout bruit. Malgré cela, une lampe de poche trouve Daphné. Mais c'est seulement Yonka désespéré. Daphné veut libérer le survivant et le bruit attire un mineur. Félix et Anna regardent tout par les caméras, alors ils préviennent par radio que quelqu'un approche. Les deux réagissent à temps et après une lutte, parviennent à tuer un homme en l'empalant. Dans la pièce principale, Umut est presque tué, mais récupère son arme à temps et abat son agresseur. Ensuite, il tire autour de lui, effrayant les mineurs restants et sauvant Arman, qui était dominé. Enfin, tous se réunissent dans l'ascenseur. Mais Félix prévient qu'il ne peut pas le réparer. Au moins, ils parviennent à verrouiller les portes pour empêcher les mineurs de les suivre. Yarman regarde autour et trouve une autre pièce avec un bouton activant l'ascenseur. Il place une pioche sur le bouton pour le maintenir enfoncé et court s'agripper à l'ascenseur. Quand il commence à monter, les mineurs défoncent la porte juste à ce moment-là et attendent que l'ascenseur revienne pour poursuivre la chasse. Le groupe court vers les voitures et part rapidement. Mais le véhicule de Daphné et Arman n'a pas les clés. Ils ne peuvent donc pas avancer. À ce moment, les mineurs sortent de la mine. Les deux commencent alors à rebrousser chemin en courant. Les autres sont déjà OK et Félix réalise qu'il a mis les clés dans sa poche par erreur. Il veut retourner aider, mais les officiers le forcent à entrer dans le sous-marin car le soleil va se lever. Certains officiers restent pour couvrir et ouvrent immédiatement le feu lorsqu'ils voient les mineurs poursuivre Arman et Daphné. La plupart des cannibales tombent, mais Daphné trébuche et un mineur parvient à la prendre en otage. Umut refuse toujours de négocier et continue de leur tirer dessus. L'un des mineurs réussit à poignarder Daphné dans le dos avant d'être tué par Umut. Arman s'effondre et s'accroche au corps de Daphné pendant qu'elle meurt dans ses bras. Refusant de partir sans elle, les officiers doivent l'assommer et le traîner de force dans le sous-marin avant que le soleil ne se lève. Dans le sous-marin, Yonka ordonne de se diriger vers la Norvège, tandis qu'Umut continue de tenter d'accéder au dossier d'Irénée. Après plusieurs tentatives infructueuses, il trouve enfin le mot de passe et découvre les ordres de mission. Réalisant qu'ils ont été trompés, il rassemble immédiatement les troupes et révèle la vérité. On leur a dit qu'ils participaient à un exercice de l'OTAN et qu'ils avaient trouvé le sous-marin d'Armon par hasard, mais tout était prévu depuis le début. Irénée a toujours su qu'ils étaient dans une mission de recherche et de sauvetage. L'objectif était de sauver Daphné pour ses connaissances sur les habitats sous-marins. Umut conclut que l'OTAN connaissait cette catastrophe bien avant tout le monde et travaillait pour se sauver à tout prix. Soudain, Arman envahit la pièce et attaque Umut exprès, tentant de provoquer une réaction. Les autres officiers le retiennent pendant qu'il crie qu'il veut que tout s'arrête. Mais au lieu de le tuer, Umut ordonne qu'on l'enferme. Voyant cela, Félix et Hannah refusent de continuer à travailler sur la préparation des semences à moins qu'Arman ne soit libéré, mais Umut répond simplement qu'alors ils ne mangeront pas. Dans la pièce où il est menotté, Arman entend des officiers commenter que 2 tubes lance-torpilles sont vides. Pendant ce temps, Altan tente de faire travailler les soldats sur le plan des semences, mais personne ne sait appliquer les méthodes alternatives. Félix rend visite à Arman et raconte la version qu'Umut diffuse. Alors Arman demande à parler à Yonka. Quand elle arrive, Yonka révèle avoir pris les plaques d'identification de Daphné et les donne à Arman. Arman partage alors sa théorie. Le tremblement de l'autre jour, qu'Umut a appelé un test, était en fait le tir des torpilles disparues. De plus, le réglage de la proue a été recalibré sans raison. Il pense qu'Umut sabote toute la mission pour obtenir le pouvoir. Yonka refuse de le croire. Alors Arman lui demande d'appeler Umut. Quand il apparaît, il libère Arman et lui donne de la nourriture. Arman ne coopère toujours pas. Alors Umut perd patience et crie, rappelant les choses horribles qu'il a vues à la guerre, disant qu'il ne veut pas que cela se répète. Arman propose enfin un accord. Si Umut veut que Félix et Hannah travaillent sur les graines, il doit laisser 2 hommes pour compenser les pertes de Kem et Daphné. Au début, Umut refuse, mais quand Arman mentionne les missiles disparus, il le fait chanter jusqu'à ce qu'Umut accepte. Cependant, Arman revient immédiatement sur sa parole et révèle que toute la conversation a été diffusée dans tout le sous-marin, exposant le vrai visage d'Umut. Les officiers sont furieux et Yonka le démet de ses fonctions. Enragé, Umut sort son arme et crie sur tout le monde, disant qu'il a tout fait pour eux,
mais personne ne le prend au sérieux. Ensuite, Umut donne l'arme à un officier et lui demande de choisir qui doit mourir, Arman ou lui. L'officier s'effondre car il ne sait plus à qui faire confiance, mais Arman s'approche et prononce un discours puissant qui le calme. Après qu'Umut soit enfermé, les troupes saluent Yonka comme nouvelle commandante. Ensuite, Selik est appelé pour pirater le système et découvrir la vérité derrière les messages d'Erénée. Il découvre que ce sous-marin suivait celui de Daphné tout le temps, car l'OTAN avait ordonné à Erénée de sauver l'équipe avant l'incident solaire. Il y a aussi des coordonnées pour un endroit dans l'océan Indien et un numéro de téléphone. À ce moment-là, ils arrivent en Norvège, alors le sous-marin refait surface. Utilisant le téléphone satellite de Daphné, Yonka appelle le numéro, découvrant que Daphné l'avait déjà composé par le passé. Celui qui répond à l'appel est Azil, le père d'Arman, qui porte une combinaison d'astronaute et se cache quelque part avec diverses plantations. Azil admet avoir donné une fausse mission à Daphné uniquement pour faire monter Arman à bord et le sauver de la tragédie. Avant de raccrocher, Azil dit à Arman d'aller aux coordonnées en Inde car il y a un nouveau monde là-bas. Alors Arman raconte toute l'histoire aux autres, disant qu'Umut avait raison depuis le début. Comme Arman ne fait pas confiance à son père, il pense qu'il vaut mieux prendre les graines d'abord et réfléchir à un plan ensuite. Selik va voir Umut et se demande s'il devrait le libérer, car ils ont besoin d'un esprit stratégique pour affronter Azil à la surface. Anna et un officier partent à la recherche des graines, mais finissent par trouver un avion à proximité. L'officier dit à Anna de se cacher pendant qu'il enquête. Arman entre dans un bâtiment et trouve un homme armé menaçant un autre avec un pistolet. Dès que l'homme voit Arman, il tire immédiatement. Tandis qu'Arman s'évanouit lentement, les personnes dans le sous-marin découvrent qu'un missile a été lancé et se dirigent vers eux, terminant ainsi la première saison de Yakamo's S-245, série de science-fiction et de drame de 2022, et je vous attends à la prochaine.